Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan 20 ans après le renversement de leur régime. Le mouvement islamiste a réussi à reconquérir le pays. Le 15 août, ils sont entrés dans la capitale Kaboul, poussant le président afghan Ashraf Ghani à fuir le pays. Le retour au pouvoir des talibans au terme d'une campagne militaire fulgurante de quelques mois a ravivé la crainte que l'Afghanistan ne redevienne, comme dans les années 90, un sanctuaire pour des groupes terroristes. Al-Qaïda avait ainsi pu planifier les attentats du 11 septembre 2001 depuis le pays. S'ils ont assuré et resté à distance, les talibans gardent des liens forts avec le groupe terroriste. Alors quelles seront les conséquences de la reprise du pouvoir par les talibans et comment en est-on arrivé là? On en parle avec le journaliste Valentin Bougueng. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour aux auditeurs. Et l'analyste politique Thomas Guessambi. Bonjour et merci d'être présent. Merci Fatim. Alors messieurs, on va revenir un peu sur l'histoire de ce pays, historiquement de par sa situation géographique. L'Afghanistan a toujours été un point de passage qui a attisé toutes les convoitises. Pour quelle raison, Thomas Guessambi? D'abord, ce serait intéressant de situer géographiquement pour que nos téléspectateurs aient une idée de l'Afghanistan. C'est un pays de l'Asie du Sud qui partage des frontières avec des puissances comme la Chine, comme le Pakistan. Ensuite, ce qu'il faut dire en termes de positionnement géographique et pourquoi pas géostratégique de l'Afghanistan, j'y arriverai, cela ne date pas d'aujourd'hui. Les annales de l'histoire vont nous parler de l'Antiquité, de l'ère de l'Antiquité où le commerce de la soie, vous avez sans doute entendu parler, exact. Cette route-là qui partait de la Chine jusqu'au port de l'Europe en passant naturellement par l'Afghanistan, mais pas sous sa forme actuelle, mais en temps d'empire à l'époque, montre bien entendu que c'est un chemin privilégié et dans la dynamique aussi des positionnements géostratégiques à la fois des puissances régionales comme le Pakistan, comme l'Iran et des puissances internationales comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis. L'Afghanistan, dans sa position géographique actuelle, est un espace assez stratégique. Alors l'État afghan est historiquement aussi confronté aux aspirations indépendantistes de différents groupes ethniques résidant donc sur son territoire, tout spécialement les Pachtuns, ils ne sont pas les seuls, à moindre mesure on trouve aussi les Baloutches. Quelles sont finalement les caractéristiques du peuple afghan sur le plan ethnique et religieux? Laissez-moi quand même compléter un peu ce que Thomas a dit tout à l'heure par rapport à la configuration géographique du pays, qui est également centrale pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles il y a cette récurrence des conflits et autres. Il faut savoir, indépendamment de l'espace géostratégique dans lequel se trouve le pays, qui est confronté à des voisinages complexes quand on parle du Pakistan, de l'Iran et autres, vous savez bien que ce n'est pas des voisins aisés à fréquenter. Donc il y a déjà cet aspect, plus maintenant la configuration géographique même du pays, qui est un pays, comme on le sait, de cols, de montagnes et autres, et puis un peu de désert, un peu en allant un peu plus vers le sud, et qui est donc un territoire assez propice à l'expansion des guérillas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, aucun pouvoir central à Kaboul n'est parvenu jusqu'ici à pouvoir avoir la même mise sur l'ensemble du pays, du territoire, qui a fonctionné davantage, pour revenir à votre question, davantage comme une mosaïque de peuples divers plutôt qu'un État-nation. Parce que là, il y a des groupes ethniques, par exemple, majoritaires, comme les Pachtuns et les Tadjiks, qui constituent à peu près chacun environ 40% de la population, plus d'autres groupes qui sont même également, qui ont des minorités qui sont chiites, par exemple. Vous savez qu'il y a une grande cassure historique dans le monde musulman entre les sunnites et les chiites, et bien qui se répercute aussi dans ce conflit-là, puisqu'il y a des minorités chiites dans la région qui sont un peu absorbées par la majorité qui est plus ou moins sunnite, et qui donc développent à chaque fois aussi des vérités irrédentistes, qui ne sont pas propres aux Pachtuns, qui à l'époque constituaient juste une petite partie de la population, mais ont toujours constitué l'élite du pouvoir politique par rapport aux autres qui ont donc nourri des ressentiments et qui à chaque fois ont voulu les faire prendre en compte en développant donc des rébellions ici et là.
Alors l'Afghanistan a de tout temps été le théâtre d'ingérences extérieures, vous venez de le dire, que celles-ci proviennent du Royaume-Uni avec lequel il y aura 3 conflits importants, l'Union soviétique puis la Russie, des États-Unis bien sûr, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Inde et surtout le Pakistan dont on va parler plus précisément juste après. Alors monsieur, quel est le rôle finalement de ces États dans la situation afghane et les raisons de cette ingérence chronique ? Je pense, comme vous le dites, on peut quand même stratifier la marche de ce pays dans l'histoire. Si on part de la période de la découverte des mondes nouveaux, on verra sans doute que cette période vient après l'Antiquité dont je parlais, où cet espace de commerce, cet espace d'habitation existait, jusqu'à ce qu'on tombe maintenant dans la période de colonisation, où le monde sera partagé entre les puissances coloniales. Et cet espace va hériter naturellement à la Grande-Bretagne, qui, dans son système de colonisation, va privilégier beaucoup plus la dimension économique que la dimension apprendre aux indigènes à penser, à réfléchir, à agir comme les colons, contrairement à d'autres puissances coloniales. Et donc, dans cette dynamique, la volonté aussi qui habite toujours tout peuple ou tout esclave à vouloir retrouver sa liberté va naturellement créer ce qu'on appelle des velléités de révolution. Mais ici, quand on va quitter la dimension coloniale, on va tomber maintenant dans l'ère de la guerre froide, où le monde était bipolaire. On avait le bloc communiste, on avait le bloc de l'Ouest. Et donc ici... Avec un pouvoir communiste à l'époque tout à fait. En Afghanistan. En vérité, les 2 grandes puissances ne se sont pas affrontées directement, mais il y a eu des affrontements par procuration dans le monde entier. Et donc l'Afghanistan va servir de terre aussi où le communisme qui était au pouvoir va se heurter à une rébellion qui était soutenue par les Américains. Et quand on quitte cette période de guerre froide, nous allons aller maintenant dans un monde, on va dire quoi, pluripolaire, où ce n'est plus l'Amérique, du moins du monde bipolaire, on va tomber sur le monde unipolaire, où l'Amérique était toute puissante jusqu'à ce que ce pays qui abritait Ben Laden et naturellement son groupe puisse montrer que le numéro 1 mondial n'est pas aussi puissant qu'on puisse le croire en 2001. Un colosse au pied. Tout à fait. Et donc, dans le cheminement, on va voir qu'on ne sera plus peut-être dans la domination classique comme on a eu l'habitude de le voir dans l'histoire, mais dans la géoéconomie, il y a des puissances qui sont à côté et qui vont jouer à la fois sur la sécurité et sur l'économie. Alors, revenons aussi sur l'aspect des États-Unis, parce qu'il parlait de la guerre froide, mais il y a aussi un point crucial, c'est l'Iran, qui rentre dans sa révolution et qui est en pleine crise avec les États-Unis d'Amérique, qui vont prétexter tout ça pour intervenir en Afghanistan, après l'invasion russe de 1979. Oui, il faut dire, Thomas l'a souligné aussi tout à l'heure, il faut dire que c'est un pays qui a connu beaucoup de conquêtes. Il y a eu des conquêtes ottomanes, il y a eu des conquêtes même bouddhistes, grecques, et tous ces envahisseurs se sont cassés les dents sur l'Afghanistan, notamment en raison du relief que je dépeignais tout à l'heure, qui est un relief propice donc à des guérillas, donc à des guerres sans fin. On en a la preuve avec le récent retrait américain. Donc il y a déjà ce précédent qui montre, qui a développé une sorte de résilience, comme on dit aujourd'hui, de résilience du pays vis-à-vis des colons, des envahisseurs venant de partout, qu'il s'agisse des soviétiques ou des Américains. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, l'Afghanistan a été considéré, un peu appelé déjà à l'époque, comme dans le cimetière des empires. Oui. C'est tous les empires qui y sont allés pour conquérir le pays, et bien se sont cassés les dents. Donc il y a cet aspect de résilience, d'habitude, de résistance à ces colons. Ces aspects ont développé chez les Afghans déjà une sorte de mentalité. N'oublions pas que c'est un pays enclavé, sans accès à la mer, et développer une mentalité de repli sur soi et de conquête et d'indépendantisme, en fait, que ce soit les peuples Pachtoun ou les autres. C'est un pays multiethnique, certes, mais
aucune des ethnies n'est prête à accepter donc qu'un envahisseur vienne et s'installe durablement. Alors, lors des différentes péripéties de l'histoire, un régime communiste s'installe donc à Kaboul, eh bien, l'Union soviétique soutient ce régime. Le régime fait appel, ne pouvant pas justement avoir la main mise sur l'ensemble du pays, fait appel aux soldats russes à l'époque, l'Union soviétique, pour venir à son aide, à son secours. Et c'est comme ça que les troupes soviétiques arrivent en Afghanistan, mais n'ont pas pu non plus rester plus longtemps ni pacifier totalement le pays, puisque 10 ans après, les soviétiques ont dû plier bagages. Et il ne faut pas oublier qu'on était justement, vous le soulignez tout à l'heure, on était déjà aux alentours donc, de la fin de la dislocation du bloc de l'Est, où les Américains étaient vraiment étaient prêts à donner tout pour créer des problèmes donc, et assurer l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. Donc tout ceci arrive donc dans les années 89 et autres, autour de cette situation où quand les Russes s'en vont, eh bien, les Américains qui ont surarmé, parce que les résistants afghans ont reçu l'aide majoritairement des Américains qui ont armé des tribus et autres, y compris donc ceux qui sont apparus plus tard comme des talibans. Ils ont reçu l'armement américain. Donc, étant donné que cette période-là est également concomitante avec l'arrivée donc d'un pouvoir chiite fort à Téhéran. Et donc, c'était le communisme triomphant. Et il fallait absolument faire en sorte que cette expérience gouvernementale chiite ne puisse pas prospérer, d'autant plus que les alliés traditionnels des Américains dans la région, l'Arabie saoudite, c'est un pays à majorité sunnite, c'est le chef de file du monde sunnite, qui est majoritaire, le monde où se trouve la plus grande partie des musulmans, 85 à 90% des musulmans sont sunnites. Donc le fait qu'un pouvoir autre et concurrent de l'Arabie saoudite arrive dans la région et que ce pouvoir soit installé non loin justement de l'Afghanistan et des puissances comme le Pakistan qui était également sous contrôle américain, tout ceci a contribué donc à faire de l'Afghanistan un dossier assez explosif. Alors, l'opinion publique a découvert l'existence des talibans en 1996, puis surtout en septembre 2001, suite aux événements du 11 septembre. Qui sont-ils? Ce groupe est composé de qui, avant de parler de leurs revendications? Pour ce que je sais, dans Taliban, il y a Taleb qui veut dire étudiant. Donc, ce sont essentiellement des étudiants religieux, mais guerriers. C'est-à-dire qu'il y avait une cause à défendre. Ils avaient la volonté de retourner sur la terre de l'Afghanistan, mais avec pour adversaire les autres tribus. Et comme Valentin l'a dit, la colonie chiite qui s'y trouve, ça c'est à l'intérieur, mais on va dire que ces talibans, en voulant sans doute la souveraineté de leur pays, ne seraient pas ou ne sont pas prêts ou n'étaient pas prêts à accepter la domination, l'invasion américaine, soviétique et même du Pakistan. Et donc ce qui peut paraître bizarre au moment où on a par exemple le communisme qui va disparaître en 1989 avec le départ à la fois des troupes et la dislocation du bloc de l'Est, il y a que les Américains ont un partenaire, le Pakistan, dans la région. Et donc, ceux qui sont contre cette domination communiste russe vont s'organiser avec pour base arrière le Pakistan. Mais ce qui est curieux, c'est que tout ce qu'ils reçoivent comme financement peut paraître même contradictoire à la limite. Vous avez des gens qui ne s'associent pas, n'apprécient pas tout ce qui est terrorisme, mais qui, à la limite, n'étaient pas disposés à ce que le communisme prospère en Afghanistan. Donc, je vais dire, les talibans vont surfer un tant soit peu sur tous ces leviers du clavier, et puis, naturellement, aller dans la dynamique de la religion qui serait profanée par l'Occident avec un Saoudien, mais qui s'était établi là-bas, un certain Ben Laden, qui va donc récupérer, orienter, organiser toute cette jeunesse qui va surprendre le monde de par son organisation
Or, donc, c'était des étudiants, c'était vraiment des êtres bien pensants et bien organisés. Les talibans, dans la continuité de ce que vient de dire Thomas, eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des Afghans, hein, c'est également une partie du peuple afghan, et qui était constitué au départ presque exclusivement de Pashtuns. Des Pashtuns qu'on retrouve aussi en très grand nombre au Pakistan voisin. Donc, ceci explique cela. Lorsque les talibans donc, ont été armés au même titre que les autres résistants face à l'occupation soviétique par les Américains, et bien par la suite, quand les Russes se retirent, et bien tous ces groupes qui faisaient front commun en fait contre l'envahisseur russe, tous ces groupes finalement chacun défend un peu sa chapelle. Et donc les talibans qui ont eu le temps, donc en tant que résistants très souvent pourchassés par les Russes, qui ont eu le temps de se reconstituer au Pakistan. J'ai vu une carte tout à l'heure apparaître où il y avait la ville de Quetta, qui est à peu près qui est dans le sud-est du pays et qui est très proche du Pakistan. Ils ont eu le temps donc de se reconstituer dans cette zone et de revenir en force par la suite quand les Russes s'en vont pour pouvoir donc mener la guerre civile, parce qu'il faut dire que la guerre civile a suivi donc le départ des Russes. Donc ils se sont donc tous retrouvés à se battre chacun pour sa chapelle. Donc les talibans, comme il a dit, qui étaient à l'époque des étudiants donc en religion, mais formés dans les madrasas pakistanaises, donc ont eu le temps donc de revenir et de défendre une vision un peu plus rigoriste de la société, une vision puritaine. Mais le Pakistan, vous l'avez dit, l'un et l'autre a largement contribué à l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul en 1996 et s'est montré plus impliqué que n'importe quel autre pays voisin. Vous nous le dites, il y a l'aspect ethnique qui joue beaucoup. Des deux côtés de la frontière, on retrouve cette ethnie de Pashtun. Mais quel est l'intérêt du Pakistan, à part cet intérêt qui a servi de base arrière? Quel est son intérêt? Vous savez que le Pakistan a pour adversaire frère, ou on va dire peut-être ennemi frère, une autre puissance qu'est l'Inde. Et je n'irai pas vous donner avec exactitude les chiffres en matière des chiffres que l'OCDE communique sur les ventes en matière d'armement. Donc voici deux grands pays qui aspirent à être à la fois des puissances régionales comme l'Iran, leurs voisins, comme l'Arabie saoudite, mais toujours est-il que chacun de ces pays-là veut jouer un rôle très déterminant dans la région. Et qui est sans doute partenaire privilégié des États-Unis, dans un monde unipolaire où ils étaient tout puissants, se verrait naturellement être bien placé pour diriger toute cette partie. Mais je dois dire que gagne le Pakistan? Le Pakistan gagne dans ce qu'on pourrait appeler la scène internationale, qui est une matière mouvante, une matière où on ne jure que par un seul mobile, l'intérêt. L'intérêt qui se joue naturellement sur l'information, ce que c'est que l'information qui nous permet de nous situer. Peut-être qu'on va y arriver pour qu'on puisse savoir que les cartes étaient déjà distribuées avant même que la cloche ne résonne pour la prise du pouvoir des talibans. Donc, ces genres de jeux d'anticipation et de positionnement sont des jeux dans lesquels le Pakistan s'inscrit. Alors, ces talibans, qui sont leurs alliés? Parce qu'on a l'impression que toutes les grandes puissances semblent avoir collaboré de loin ou de près avec eux, avant d'en faire l'ennemi public numéro 1, comme il y a 20 ans maintenant. Et puis aussi, presque tous les voisins, on vient de le dire quelque part, qui ont aussi collaboré, aidé avec des alliances opportunistes, à l'exception de l'Inde. Alors, qui sont les alliés des talibans, finalement? Sont les mêmes qui les combattent aujourd'hui? Il faut déjà commencer par dire que les talibans, lorsqu'ils arrivent, déjà, comment est-ce qu'ils sont perçus au Pakistan, en Afghanistan? C'est essentiel pour comprendre la suite. Alors, il y a deux catégories dans le peuple afghan, deux attitudes de ces catégories-là par rapport aux talibans.
Lorsque vous êtes à Kaboul, qui est la capitale et dans ses environs, c'est un peu une sorte de pays moderne où des femmes avaient des droits et autres, où il y avait un embryon de modernité à l'occidental. Donc, naturellement, ces pays-là voient cette capitale et la région environnante, notamment les régions urbaines, voient d'un très mauvais œil l'arrivée des talibans. De l'autre côté, vous avez l'immense majorité du pays, les zones rurales, qui au contraire ont accueilli les talibans en héros, même depuis 1996, parce qu'il faut dire que les talibans prospèrent en réalité sur le socle des défaites successives des autres pays et des autres régimes qui n'ont pas pu établir ni la sécurité, ni participer au développement, ni provoquer le développement économique du pays. Donc il y a ces deux attitudes contradictoires qui font, donc autant ils sont un peu rejetés dans les zones rurales qui ont connu un embryon de modernité, autant ils sont adulés par les zones urbaines, et autant ils sont adulés par les habitants des zones rurales qui voient en eux des personnes qui sont capables de restructurer la société, de faire prospérer la justice et autres, et d'être moins corrompus que les différents régimes qui se sont succédés. On parlait d'opium tout à l'heure, qui est devenu un peu, le pays est devenu à 90% l'épicentre donc de ce commerce dans le monde, mais ça a profité à tous, pas seulement aux talibans. C'est-à-dire les régimes, Karzai et autres. Tous ont bénéficié de cela, parce que, comme on l'a dit, le sous-sol sont certainement riches, mais n'ont pas pu être exploités jusqu'ici à cause des différents conflits. Alors, les alliances des talibans, c'est comme tous les pouvoirs qui arrivent. Vous avez évoqué tout à l'heure une expression qui est très significative, l'expression d'alliance opportuniste. C'est de cela qu'il s'agit. Les Américains n'ont pas soutenu les talibans pour leurs beaux yeux, ils les ont soutenus à l'époque pour chasser l'envahisseur soviétique. Après, ils ont essayé d'armer les autres contre les talibans, quand les talibans sont arrivés au pouvoir et donc ont servi de refuge à Ben Laden qu'ils ont refusé d'expulser, de livrer aux Américains après le 11 septembre. Donc il y a cet enchevêtrement d'alliances opportunistes et autres qui font que finalement chacune des grandes puissances a soutenu les talibans à une époque ou à une autre. Et celle qui est restée toujours constante dans ce soutien, c'est bien sûr le Pakistan. Donc financièrement, leur viabilité, on se pose des questions, on peut s'interroger dessus. Hein. Oui, naturellement, on peut s'interroger sur ce qu'ils feront de leur victoire aujourd'hui en Afghanistan, parce qu'ils ont déjà géré le pays à partir de 1996, au moins jusqu'en 2001, avant d'en être chassés vers octobre et autres chassés du pouvoir, je veux dire, par l'intervention américaine et la grande coalition internationale qui s'était formée à l'époque sous le label Enduring Freedom dans la région. Eh bien, lorsqu'on parle de ce point-là, il faut se dire aujourd'hui, les talibans, ils ont pu évoluer jusqu'ici grâce aux aides multiformes américaines, pakistanaises, et sans oublier les multiples dons faits par les organisations islamiques sunnites dans la région, au premier rang desquelles des organisations provenant du système wahhabite en Arabie saoudite. Ça, c'est un fait qui a assuré cela. Donc, quand on recoupe un peu les données et de l'OTAN et des différentes organisations qui essaient de calculer, on se retrouve avec un financement qui a aidé les talibans, constitué essentiellement donc, des aides, déjà des taxes prélevées aux postes frontières, notamment sur la production du pavot. On se retrouve avec, qui rapportait au bas mot entre 2 à 3 milliards de dollars par an selon les calculs. On se retrouve également par la suite avec les dons et autres des associations islamiques, internationales et autres provenant essentiellement d'Arabie saoudite et autres, qui sont chiffrés parfois entre 400 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Et donc, avec tout ça, ils ont pu entretenir une rébellion, entretenir donc cette guérilla. Maintenant, au pouvoir, est-ce que c'est, quand on fait le calcul, autour de 6,5 milliards de dollars que ça leur rapportait ces différents chapitres, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir véritablement gérer un État? Naturellement, non. Il y a une grande manne qui est la manne donc, des dons, des aides internationales qui contribuaient jusqu'à 85 à 90% au budget de l'État. Et ces aides-là vont être retirées, notamment les différentes puissances occidentales ont déjà annoncé fait part de ce qu'elles se retiraient de ça. Alors comment est-ce que tout ceci fonctionnera?
Mais les talibans, comme je le disais encore, se prennent pour des héritiers de cette résistance historique donc du peuple afghan à l'envahisseur, aux situations les plus délicates, et se disent que bon, elles s'arrangeront malgré tout pour trouver les moyens pour faire vivre l'État. Mais si tu le permets, Fatim, dans l'intérêt économique, il y a de beaux jours que moi je peux annoncer pour ce pouvoir, contrairement par exemple à Daesh qui va occuper l'Irak et qui sera systématiquement combattu par la communauté internationale. Ici, il y a déjà une sorte de divergence en Europe, l'Union européenne qui constate que les talibans ont pris le pouvoir. Mais ce que je dois dire, c'est qu'un mois avant cette offensive, le ministre des Affaires étrangères de la Chine discutait déjà avec des officiels du Taliban, parce que n'oublions pas que la Chine avait déjà financé pour l'exploitation du sous-sol, mais les conflits faisaient que la Chine n'arrivait pas à être dans l'exploitation active. Donc c'est des dossiers qu'on va dépoussiérer et qui vont naturellement jouer sur la table économique. Bon, la Chine, dont on imagine que sa principale préoccupation, c'est d'étendre son influence dans cette zone, hein. Et pour gagner en profondeur stratégique sur l'Inde et la Chine qui va devenir et les États-Unis, qui va être au premier rang maintenant des pays, des grandes puissances à combattre, en tout cas face à l'islamisme radical. Alors, messieurs, change la donne stratégique. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont déversé des milliers de milliards de dollars sur l'Afghanistan pour chasser les talibans. Alors, visiblement, cet effort financier colossal se solde par un fiasco total. Comment en est-on arrivé là? Bien, on en est arrivé là du fait de l'incohérence, déjà des incohérences stratégiques des Américains et de leurs alliés occidentaux dans la région, parce que déjà ça a été une grosse erreur d'aller en Afghanistan, soi-disant pour chasser le régime taliban, et de ne pas investir davantage dans la reconstruction du pays. Lorsqu'on regarde les proportions, on est pratiquement à... C'est-à-dire qu'il y a eu 25 fois plus d'efforts dans la guerre, donc dans l'aspect militaire des choses, que dans l'aspect reconstruction. Or, rien ne peut se construire de durable dans un environnement d'extrême pauvreté, d'extrême précarité, parce que c'est un pays parmi les plus pauvres au monde, avec moins de 500 dollars par habitant. C'est un pays très faible au plan économique et qui est un pays extrêmement fragile. Et c'est tout ceci mis ensemble qui a fait en sorte que, en surinvestissant sur le front militaire et en délaissant naturellement la reconstruction du pays et surtout l'aspect sociologique qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais vous dites ça, mais est-ce que c'était à la charge des États-Unis de reconstruire l'Afghanistan? Oui, mais c'est eux qui sont allés sur place et qui ont... Oui, mais peut-être qu'ils sont venus pour d'autres intérêts et peut-être pas la reconstruction de l'État. Oui, donc ici, contrairement peut-être à l'Arabie Saoudite et à beaucoup d'autres espaces qui sont foncièrement économiques pour les États-Unis, la position de l'Afghanistan est une position stratégique. Et ce que je dois dire, c'est qu'il y a deux grands axes en matière de politique étrangère. On a les missiles quand les paroles aimables n'arrivent pas à trouver une solution. Mais dans ce cas de figure, ne pensons peut-être pas, moi je ne pense pas que les Américains aient battu en retraite sans avoir pris des dispositions que, naturellement, leur départ leur donne des appuis toujours dans la région et des partenaires. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a tellement de partenariats extraordinaires ou bien antagonistes dans la région qu'on ne peut pas s'imaginer que ceux qui sont là soient forcément pour les anti-américains ou pour les Américains. Monsieur, très rapidement, l'Afghanistan va-t-il redevenir le repère des groupes djihadistes dans le monde comme on l'a connu dans le passé? C'est la crainte que tout le monde nourrit. Bon, maintenant, les talibans, prenant donc appui sur ce qui s'est passé en 1996 lorsqu'ils étaient au pouvoir, devraient normalement, au moins au plan du discours officiel, s'écarter donc de cette piste, de faire en sorte que ça redevienne un sanctuaire. Maintenant, en ont-ils les moyens? On peut avoir même la volonté de ne pas le faire, mais ont-ils les moyens de contrôler 100% de l'Afghanistan et empêcher que tel endroit ou tel autre puisse redevenir un repère? Ça, c'est difficile à faire. Déjà, ils ont rompu un peu,
Dans le discours. Certainement, dans le discours, ils ont quelques attaches avec... ils gardent quelques attaches qui sont plus des liens familiaux, personnels qu'autres avec Al-Qaïda. Mais la grande crainte aujourd'hui, c'est que le groupe concurrent de Al-Qaïda, qui est Daesh, l'État islamique, puisse... Mais justement, quel impact pour la situation au Sahel? Est-ce qu'on doit craindre des conséquences de cette prise de pouvoir par les talibans? Je ne pense pas maintenant parce que dans les premières années, les talibans devraient donner le gage d'un pouvoir sérieux, du visage d'un groupement terroriste à un visage politique. Ils doivent donner quand même un gage aux Américains qui peuvent à tout moment intervenir. Mais n'oublions pas que le Pakistan, du moins l'Afghanistan, partage des frontières avec la Chine, qui, comme l'a dit Valentin, va veiller sur l'extrémisme violent qui pourrait venir d'un pays où il veut les minerais. N'oublions pas aussi que la Russie, à travers la frontière du Turkménistan. Exact, a aussi des forces prédisposés pour contenir tout ce qui peut être extrémisme violent. Donc je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de ce groupe qui vient du noir à la lumière de faciliter l'extrémisme violent. Et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'est vrai qu'on aurait beaucoup de choses à dire en plus, mais voilà, nous sommes pris par le temps. On se quitte... Déjà, merci pour vos éléments de réponse et vos analyses. On se quitte sur ce verbatim. Il est temps de réfléchir avant de s'engager dans des guerres sans issue, car si la guerre ne règle rien, la défaite change tout, de Jean-Luc Mélenchon. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI1 et à la semaine prochaine.